Bonjour à tous. Merci d'être venus en présentiel, de nous suivre en distanciel. Permettez-moi, en tant que directrice de l'Institut Droit et Santé, de vous souhaiter la bienvenue et donc de vous remercier de votre présence aujourd'hui. Pour ce nouvel entretien Droit et Santé, nous avons le plaisir d'accueillir Xin Chen. Merci vraiment, Xin. On ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, on va même se tutoyer. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous présenter le système de santé chinois. Quelques mots pour te présenter. Tu es donc médecin de santé publique. Tu es également directeur adjoint de l'école sino-française de médecine et de chirurgie. Tu travailles à l'hôpital, alors tu vas me corriger sur les prononciations, de Renji, Ouais, bien, qui est affilié à l'université de Xiaotung. c'est ça. Bien aussi, de Shanghai, là c'est bon. Tu as également la particularité d'avoir réalisé une thèse en santé publique sous la direction de Dominique Bertrand, qui est là aujourd'hui, sur la réglementation relative aux PADU, donc aux praticiens à diplôme hors de l'Union européenne. Tu enseignes la santé publique, le droit de la santé, ça fait toi un expert indéniable pour nous présenter le système de santé chinois. Et puis, comme vous le verrez tous, autre grand agrément de Chine, c'est que tu parles un parfait français. Donc là, ça va être une très belle plus-value pour nous ce soir. Je tenais aussi à avoir une pensée à Bénédicte, pour Bénédicte Bévière-Boyer, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce soir, mais qui nous a mis en relation. Donc, je voulais la remercier, puisque cette mise en relation nous a permis notamment d'organiser un séminaire en août dernier à l'Université Paris-Cité, où nous avions accueilli à la faculté de droit à économie-gestion à Malakoff une délégation de directeurs d'établissements de santé de Shanghai. Et à cette occasion, cette manifestation a donné lieu à la publication d'actes de colloque. Donc, si vous voulez retrouver la teneur de nos échanges, nous avons publié ça dans notre journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, le numéro 44, qui a été publié en septembre, le dernier numéro. Et donc, vous pouvez retrouver les échanges sur le site de l'Institut Droit et Santé. Et puis, nous avons accueilli une nouvelle délégation de directeurs d'établissements de santé à la rentrée. Et cela devrait nous amener à aller à Shanghai en juin, si l'invitation est confirmée. Et donc, tout ça grâce à toi. Merci pour ces liens établis avec la Chine et les potentialités de recherche et d'échange que cela va générer. Merci tout pour ta présence ce soir. J'ai hâte de t'entendre. Je suis pas la seule. Toutes les personnes connectées et les personnes en ligne également. Je pense que ça va être riche que tu nous présentes ton système de santé chinois. Et puis, ça va nous permettre de voir les points communs, les différences avec la France, voir qu'on a de grosses différences, mais aussi on a des problématiques communes. Et donc, faut réfléchir ensemble comment on pourrait s'inspirer peut-être des solutions que vous proposez là-bas en Chine. Donc, je vais te laisser la parole, mais juste avant, je voulais donner quelques précisions techniques, indiquer ceux qui sont en ligne, vous avez vu, c'est enregistré. Si vous prenez la parole ou si vous écrivez dans le chat, eh bien, sachez que, ou si vous ouvrez vos écrans, vous serez enregistré. Donc, au titre de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, je voulais vous attirer votre attention là-dessus. Tu as également accepté, je t'en remercie, que ta présentation soit mise à disposition ensuite sur le site de l'Institut Droit et Santé, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas pu nous écouter aujourd'hui de pouvoir réécouter cette intervention. Et puis, question pratique encore, sur les questions, tu as indiqué, Shinchen a accepté de prendre des questions en cours de présentation, en cours d'exposé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en présentiel ou ceux en ligne. Moi, je vais me charger de suivre le chat et donc de relayer vos questions. Et donc, il ne me reste plus. Donc, on est ensemble jusqu'à 19h30. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier à nouveau et à nous souhaiter à tous un bon entretien. Merci. Bon, merci beaucoup, Lydia, pour cette excellente introduction sur moi, sur cette, on dirait, conférence de ce soir.
Merci pour vous sur place et en ligne. Alors, moi, je m'appelle Xing Shen, je suis un spécialiste en santé publique, plutôt en politique de la santé. Alors, ma recherche est plutôt sur en utilisant des outils politiques pour connaître si la politique de la santé du pays, ça fonctionne. Alors, moi, aujourd'hui, ce soir, d'après ce que j'ai compris, on n'a pas beaucoup de temps, 60 minutes. Je vais essayer de vous présenter ce qui se passe en Chine pour la santé, le système de la santé, une introduction du système de santé en Chine, plusieurs, euh, plusieurs points types. Donc, au bout d'une heure, j'espère que je peux vous tout donner et donnerai une vision globale sur le système de santé en Chine. Bien sûr, je peux vous poser des questions, vous pouvez m'arrêter, on va faire une comparaison, mais pas trop brève comparaison, peut-être à la fin. Alors, la Chine est grande. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, vous connaissez bien, et s'étend sur 9 millions mètres carrés. Alors, c'est pas du tout possible de parler toute la Chine. Moi, de notre équipe, on préfère quand même simplifier des choses. Alors, Juste le temps que ça apparaisse. Voilà. nous, on préfère quand même, le premier point, c'est la Chine. Bien sûr, avec le temps passé, avec votre enfance, on a quand même un téléphone, tout ça, dans le journal, les journaux, vous connaissez très bien maintenant. Avec le temps passé à Chine, on a quand même des améliorations continues, système social, consolidation progressive des institutions sociales et développement constant de la société. C'est normal, la Chine est grande, donc c'est presque devenu premier, deuxième pouvoir enfin, économique, social dans le monde. Mais ça pose un problème après, bien sûr, avec le temps passé. Notre équipe, on aimerait bien faire la recherche avec des points, droites, blancs, et voyez après. Donc, la prévalence, ça augmente. C'est logique et simple. Deuxième, il faut montrer qu'avec le temps passé et avec augmentation de prévalence, on a beaucoup plus de besoins de soins par rapport à avant. Donc, le premier chiffre, le premier tableau de chiffres montrait quand même la Chine n'est pas du tout comme la Chine avant, ça veut dire de République populaire de la Chine fondée en 1949. Espérance de vie, 43,8 ans, 50, et en 2002, 78,2. Ça, c'est toute la Chine. Vous connaissez la Chine est grande, je parlais déjà de l'ouest de la Chine, de l'est de la Chine, c'est pas pareil. Je sais qu'en France, on parlait beaucoup d'inégalité de santé. Déjà, première inégalité, c'est l'ouest, l'est de la Chine. Alors, Shanghai, c'est on dirait, plus grande ville de la Chine. Les grandes villes de la Chine, l'espérance de vie à Shanghai, par exemple, 79 pour hommes et 84 pour femmes. C'est à peu près la même chose que la France. Pour le vieillissement, la Chine beaucoup plus vieille qu'avant. À Shanghai, maintenant, de plus de 60 ans, maintenant, on a 37,6, voilà, euh, de pourcentage. Et 65 ans, au-delà de 65 ans, c'est 28,8. Ces chiffres, quand même, c'est étonnant. Si on ne connaît pas ces chiffres, on pense que la Chine est toujours comme avant, c'est-à-dire de l'époque 1950. Non, c'est pas du tout. C'est évolue. Je montre quatrième point, c'est taux de mortalité NCDS, c'est-à-dire maladie chronique, divise taux de mortalité totale. 17% en 1993 et 34% en 2020. Maladie chronique, ça montre aussi une importance dans le système de santé en Chine. Alors, si on voit le troisième tableau, si vous voulez, ici on regarde socio-économique. Je ne suis pas du tout un économiste, mais je préfère quand même vous montrer quelques chiffres. Et avec le tableau, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir comprendre. On a parlé de prévalence, des besoins. Avec besoins augmentés et socio-économique augmenté. PIB par rapport à 1990, là on a 71 plus fort que 1980, 90, c'est l'année dernière en 2022.
CSBM divise PIB 2,8 en 1990 et en 2024, c'est 7%. Vous allez peut-être faire une deuxième comparaison par rapport au CSBM, PIB en France. On va regarder tout à l'heure, c'est beaucoup plus qu'en Chine, mais quand même, la Chine, on a beaucoup plus augmenté. Donc, on vous dit qu'avec les besoins augmentés, socio-économie augmentée, les ressources médicales, c'est augmenté. Alors, je vous ai déjà montré pas mal de choses. Donc là, on va aller plutôt vers des points pratiques. Ressources médicales, l'accès aux soins. Tous les Français ou des professionnels de santé s'intéressent ou fassent attention sur les deux points. En Chine, comme en France, quand même, une fois un ménage qui est malade, bien sûr, on a des besoins. Donc, on va aller chez un médecin. Mais c'est pas comme en France. Troisième comparaison. En France, le chiffre des médecins divise habitants, quand même, c'est énorme. 330 par rapport à 100 000 habitants en France. En Chine, c'est pas du tout comme ça. Mais quand même, on a le même système de soins, à peu près la même. C'est pas pareil pour les détails. Alors, en France, 47% des médecins ils sont des médecins généralistes. Ils sont où? Ils sont quand même dans les villes. Ils sont des médecins généralistes dans les villes, dans le cabinet privé. Ils sont privés. Imaginez, cabinet privé, ils sont privés. Mais en Chine, les médecins, ils sont plutôt dans les hôpitaux. Nous, comme en France, on a quand même un système de, ça veut dire, médecin traitant assigné. Donc, pour vous aussi assigner, il faut signer quand même pour désigner un médecin traitant pour un ménage. En Chine, c'est la même chose. Mais ça fonctionne pas très bien. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas très bien? Je vais parler après. On a une carte vitale. C'est la, c'est comme la carte vitale enfant. Bien sûr, c'est pas la même couleur. C'est pas une carte verte. Euh, Première chose. Deuxième, c'est en France, la carte vitale, ça sert à faire une consultation. Il n'y a pas d'argent dedans. Mais en Chine, la carte vitale, c'est comme une carte bancaire. C'est une carte d'épargne. Mais pourquoi? Ça aussi, diaporama après. Alors, système d'accès aux soins gradués. Donc, vous connaissez bien maintenant, je dis que tout à l'heure, j'ai dit pour médecins, traitants ou spécialistes ou généralistes, ils sont tous dans l'hôpital. Donc, pour le soin primaire, logiquement, c'est dans l'hôpital, c'est pas dans le cabinet privé. Soins ambulatoires, hospitalisation, bien sûr, c'est dans l'hôpital aussi, l'urgence. Alors, le dernier point dans ce diaporama, je voudrais évoquer, c'est promotion de la santé. Ça, il faut quand même, ça c'est cinquième comparaison, si vous voulez, c'est intéressant pour moi. Promotion de la santé, on parle beaucoup depuis 5 ans, surtout après Covid. Qui donne la promotion de la santé? Alors, c'est professionnels de santé qui donnent promotion de la santé. Souvent, notre travail peut-être 4 jours, 4,5 jours sur 5, c'est-à-dire dans la semaine, on donne un travail dans l'hôpital, dans l'université, mais nous, quand même, on fait beaucoup attention pour des habitants ou citoyens de quartier. Donc ça, c'est promotion de la santé. On va aller dans le quartier pour faire éduquer, c'est pas éduquer, pour donner des informations médicales ou de santé aux citoyens pour leur faire connaître comment ça se passe et comment faire la prévention en santé pour les citoyens. Donc, ça, quand même, un point important qui permet des citoyens chinois à connaître des bases de médecine de quartier. Donc, la promotion de la santé, on y parle depuis 5 ans. Et je te coupe, pardon, cette promotion, je suis dans le champ, cette promotion de la santé, vous le faites en tant que médecin salarié de l'hôpital. Vous n'avez aucune Exactement. activité libérale. Non. C'est toujours en tant que salarié. Exactement. Salarié l'hôpital, on donne promotion de santé et maintenant, l'État, il fait beaucoup d'attention sur promotion de la santé. Donc, c'est aussi comme un point de travail qui est lié avec la prime, enfin, pour les salariés hospitaliers de promotion de la santé. Tout à l'heure, je parle un système de services de soins, si vous voulez, c'est-à-dire l'hôpital gradué. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en Chine, ça n'existe pas vraiment des privés. Donc, c'est public. Donc, vous voyez que ici j'ai écrit 95% de ressources médicales. Tout à l'heure, vous voyez quand même en sphère, il y a ressources médicales avec les besoins et socio-économiques. 95% ressources médicales, elles sont publiques. Les restes, 5%, on a quand même de privé. L'hôpital privé, c'est pour qui? Ça, c'est pour les riches ou pour des étrangers. C'est parce que les étrangers en Chine, ils ne peuvent pas, normalement,
sauf que leur assurance couvert, mais ils n'acceptent pas l'habitude de consultation dans l'hôpital public. Pourquoi? Il y a plein de monde dans l'hôpital public, donc c'est l'hôpital privé. On a aussi des cabinets privés, mais ça c'est pour dentaire. Sinon, 95% ils sont des publics. Ils sont des publics, mais on a beaucoup d'hôpitaux quand même en Chine, des publics. Pourquoi j'ai écrit gradué? C'est parce qu'en Chine, le gouvernement dit qu'on va classifier tous les hôpitaux en trois niveaux. Donc, les hôpitaux en trois niveaux, bien sûr, on a niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fonction de l'hôpital niveau 1? L'hôpital niveau 1, si on fait une sixième comparaison en France, comme en France, c'est comme un centre de santé en France. Donc, leur fonction et leur mission, c'est soins primaires, théoriquement. Ça, c'est l'hôpital niveau 1. Alors, l'hôpital niveau 1, souvent, c'est dans les quartiers de l'arrondissement de la ville. Je fais un exemple à Shanghai. Dans chaque arrondissement, on a beaucoup de quartiers. Chaque quartier, on a au moins deux centres de santé, c'est-à-dire l'hôpital niveau 1. C'est un hôpital, mais parfois, il n'y a pas de lit. C'est normal, c'est parce qu'ils donnent soins primaires. C'est pas la peine d'installer des lits, il n'y a pas d'hospitalisation. Mais quelques hôpitaux, il y a quand même de lits. Beaucoup de lits, 80 lits. Donc, euh, Madame Bévière, ou j'ai vu en ligne, il y a Madame la professeure Anne-Marie Duguay. Donc, les deux, ils ont visité Shanghai il y a 6 ans. Ils ont visité un hôpital, un centre de santé, un hôpital niveau 1. On a de lits. Pourquoi on a de lits? C'est parce que on fait héberger, non, je mal utilisé le mot. On fait venir les personnes âgées dans l'hôpital niveau 1. Pour une raison, je vais parler après. Donc, il y a de lits, 80 lits, 60 lits, 50 lits. Mais leur mission, ça sert pour les quartiers. Alors, on a l'hôpital niveau 2. L'hôpital niveau 2, souvent, c'est un hôpital avec entre 500 lits et 800 lits. C'est l'hôpital niveau 2. C'est grand, oui, bien sûr. C'est une comparaison. En France, un hôpital avec 400 lits, avec 500 lits, avec 800 lits, c'est grand quand même. C'est un CH taille, c'est pas moyenne, c'est grande taille. Mais vous connaissez qu'en Chine, quand même, on a beaucoup d'habitants. À Shanghai, je vous fais juste un chiffre, on a 24 millions d'habitants à Shanghai. Donc, est-ce que 800 lits, c'est un hôpital grand? Non, c'est pas grand. Donc, leur mission de l'hôpital niveau 2, c'est pour les populations, c'est pour les ménages de arrondissement. Donc souvent, un hôpital avec nom, l'hôpital peuple ou l'hôpital central, c'est-à-dire l'hôpital niveau 2. Donc leur mission, c'est donner soin aux populations, aux habitants de arrondissement. Donc ça, c'est l'hôpital niveau 2. Et là, dans l'hôpital numéro 2, tu as de véritables hospitalisations avec de la chirurgie ou... Exactement. Hôpital niveau 2, c'est comme un CHU ici. On a médecin généraliste, on donne soins primaires aussi dedans. On a spécialiste. Donc, toutes les spécialisations, on trouve dans l'hôpital niveau 2. Bien sûr, hospitalisation. Donc, c'est pour arrondissement. Alors, tout à l'heure, Lydia a fait une introduction, enfin, me présenter. Je travaille dans l'université, mais je travaille aussi dans l'hôpital Henchi. L'hôpital Henchi, c'est un hôpital affilié de l'université Chiao Tung de Shanghai, installé à Shanghai. Nous, on est un hôpital niveau 3. Donc, nous, on a 4000 lits. Donc, notre hôpital, taille de notre hôpital, c'est pas vraiment un hôpital comme en France, c'est un CHU, si vous voulez, c'est comme CHU de Lille. Mais on a CHU de Lille, vous savez que dedans, il y a plusieurs hôpitaux. Mais nous, on a un seul hôpital, mais on a plusieurs campus. On a 12 campus à Shanghai et à l'entour de Shanghai. Totalement, on a 4000 lits. Alors, logiquement, tout à l'heure, j'ai dit hôpital niveau 1, ça sert pour le soin de quartier. Niveau 2 pour arrondissement. Donc, logiquement, vous avez dit que l'hôpital niveau 3 c'est pour la ville. N'est-ce pas? Bien sûr, l'hôpital niveau 3 comme l'hôpital de mon hôpital, ça sert aux soins, enfin, la population de ville de Shanghai, pour les Shanghaïens. Mais pas du tout comme ça.
C'est parce que tout à l'heure, au début, je parle d'une égalité de santé, inégalité de santé entre Est et l'Ouest de la Chine. C'est la première inégalité. Et deuxième inégalité, c'est quand même à Shanghai, comme à Paris, on a centre-ville, on a banlieue. À banlieue, il y a beaucoup moins de ressources médicales dans banlieue. Donc, il y a une inégalité de santé entre centre-ville et banlieue. L'hôpital niveau 3, comme notre hôpital à Shanghai, ça sert bien sûr pour Shanghaïens, centre-ville et banlieue. Ça sert aussi, ça donne soin pour toute la Chine. C'est parce que dans l'ouest de la Chine, il n'y a pas beaucoup de ressources médicales. Je vais vous faire un exemple, peut-être assez euh, extrême. Une personne qui habite dans l'ouest de la Chine et pour prendre le premier vol du matin, arriver à Shanghai, dans notre hôpital, faire faire une consultation, euh, aller dans un cabinet pour une consultation de 5 minutes. Et puis, il prend un dernier vol, retourner dans sa ville qui est dans l'ouest de la Chine. Vous allez peut-être poser une question, mais pourquoi cette personne, il vient à Shanghai pour une consultation? Est-ce que dans l'ouest de la Chine, dans sa ville, il y a quand même le médecin? Mais bien sûr, il y a un médecin. Il y a un médecin spécialiste ou généraliste? Bien sûr. Est-ce qu'il y a l'hôpital? Bien sûr. Mais quand même, il y a une raison qui a choisi Shanghai pour une consultation. Donc, ça, c'est aussi une théorie que je vais parler. Ça, c'est qualité de soins. C'est pas du tout pareil entre une grande ville et des provinces de la Chine. Je vous montre ici, vous voyez ici, j'ai écrit DRG et DIP. Qu'est-ce que c'est DRG et DIP? Alors, c'est pas du tout pour la consultation, c'est-à-dire soins ambulatoires, c'est pour hospitalisation. Donc, en Chine, maintenant, on fait plutôt DRG c'est comme GHS, TELUSA. C'est la même chose en Chine, on fait DRG pour tarification en Chine. Pour plusieurs hôpitaux, on fait DRG. Mais là maintenant, on parle beaucoup de DIP. Je ne vais pas aller plus loin sur DRG et DIP, c'est très économiste. Mais quand même, on trouve que DRG, ça ne marche pas pour la Chine. C'est aussi pour qualité de soins donnés. C'est pas pareil entre les hôpitaux. DIP, DRG, c'est juste 60 secondes pour vous faire comprendre. DRG, pour même maladie, on donne le même tarif, à peu près le même séjour, 7 jours, hospitalisation. Mais peu importe dans quel niveau de l'hôpital, niveau 3, niveau 2, c'est le même tarif. Sécu va donner le même tarif. Mais ça ne marche pas du tout, c'est parce que qualité de soins, c'est pas pareil. Donc maintenant, on parle de TIP. On a notre propre formule de calculation de tarif, tarification. C'est-à-dire pour l'hôpital niveau 3, bien sûr, on donne la qualité de soins beaucoup plus meilleure que l'hôpital niveau 2. Donc, Sécu donne beaucoup plus d'argent pour même catégorie de, si vous voulez, opération dans niveau 3. Donc, ça, c'est TIP. Alors là, déjà, vous avez quand même une vision plutôt, pour moi, sur le système santé ou des points de système santé en Chine. Je préfère ici parler quelque chose dans ce tableau le droit. Je trouve que c'est quand même important. Je te coupe parce qu'il y a une question en ligne. Les soins de médecine traditionnels, elles sont donnés en dehors de ce système ou dans quel échelon, dans quelle Alors, catégorie? de MTC, on dit médecine traditionnelle chinoise, c'est donné dans les trois niveaux des hôpitaux. Dans l'hôpital niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors, dans l'hôpital niveau 1, si vous voulez, c'est toujours la mission de soins primaires ou la prévention. Donc, dans l'hôpital niveau 1, on voit beaucoup de MTC ou des choses préventives. Mais on utilise la théorie, la méthode MTC, médecine traditionnelle chinoise, comme le traitement aussi. Mais ça, c'est dans niveau 3 et niveau 2. C'est pas dans niveau 1. Je reviens sur ma présentation à diaporama. Tout à l'heure, j'ai dit que le droit important, législatif, juridique, application. Avant 1984, il n'existe pas vraiment de législation, non de réglementation spécifiquement consacrée au secteur de santé. C'est entre 1984 et 2000
Les principaux textes législatifs adoptés dans le domaine santé, voilà, ça existe, ça a commencé à exister après, entre 1984 et 2000. Trois lois sont importantes quand même pendant cette période. Première, c'est loi sur l'administration médicaments. Donc ça, c'est comme la loi fondamentale en matière de régulation de produits pharmaceutiques. Le deuxième, c'est la loi pour la prévention et contrôle des maladies infectieuses en 1989. En Chine, souvent, c'est affaire santé publique. Autrement dit, c'est maladies infectieuses urgentes qui donnent une réforme sur la loi de santé en Chine. 1989, c'est parce qu'on avait une très grande affaire santé publique, c'est hépatite B en Shanghai ou dans la région l'Est de la Chine. Donc, il y a une loi. Si vous voulez faire une recherche, vous allez voir qu'en 2003, on a la loi sur la réforme sur la santé, c'est parce qu'il y avait SRAS. Donc là, bien sûr, logiquement, Covid, après 2023, on fait encore une réforme, vous allez voir après. Donc, aux alentours des années 2000, le système de soins de santé chinois se met progressivement en place. Alors, 1998, à l'entour de 2000, vous voyez, le modèle de sécurité sociale de type Bismarck. Bismarck model, c'est comme je vais expliquer, c'est comme modèle sécurité sociale principal en Chine. Euh, En 2010, on a défini quand même cinq branches de sécurité sociale. C'est exactement comme en France. Vieillissement, maladie, accident de travail, chômage et maternité. C'est la loi de 2010. Alors, 2016, on a regroupé les régimes. Donc, à partir de 2016, on a deux grands régimes d'assurance maladie, si vous voulez. C'est deux grands régimes de sécurité sociale. Première, c'est salarié urbain. Donc, c'est salarié. Deuxième, c'est résident urbain ruraux. Donc, ce résident urbain ruraux, il a regroupé ancien régime rural et régime résident non salarié. Donc, maintenant, à partir de 2016, on a deux régimes. Donc, ça fait les salariés d'un côté, les non-salariés de l'autre. Exactement, D'accord. exactement. Dernière chose que j'ai acquis, c'est en 2025. C'est pour mon domaine. Je trouve que c'est hyper intéressant, important. Donc, on est en train de parler de projet de loi de la sécurité sociale sur l'assurance maladie. Le projet de loi, ça vient de promulguer. C'est pas encore la loi, donc ça va venir l'année prochaine. Notre équipe est en train de faire une recherche sur ça. Alors, Et pardon, je te coupe pour relayer une question qui est en ligne. La personne demande s'il est possible d'accéder au texte chinois pour des non-chinois. Est-ce que... euh, je pense que oui, mais le seul problème, c'est en Chine. On n'a pas comme en France, je trouve que c'est très bien. En France, on a Légifrance. En Chine, on n'a pas vraiment Légifrance. Jusqu'à là, je vous dis que le domaine législatif, juridique, en Chine, c'est pas encore complet. Donc, pour trouver les lois, c'est quand même difficile. Il faut comprendre quand même chinois. Heureusement, de notre époque, on a quand même quelques traducteurs AI, ChatGPT, donc c'est facile à faire traduction. Mais non, en langue étrangère, non, c'est en chinois. Hmm. Alors, là, cette diaporama, on va peut-être aller plus loin sur la protection sociale. Tout à l'heure, on a vu quand même, on a deux grands régimes en France pour salariés et pour les urbains. Ok. Ça, c'est comme niveau de base. Mais on a aussi niveau complémentaire, si vous voulez. C'est comment? Des complémentaires, assurance maladie complémentaire, si vous voulez. Le problème, c'est ici, à côté, j'ai mis un chiffre. AMC en Chine, c'est pas bien développé. 12%, c'est pas toute la Chine, c'est dans les grandes villes comme Shanghai, AMC représente que 12% population. Donc, la plupart de la population des habitants chinois, comme à Shanghai, Pékinois, Hong Kongais, on n'a pas de AMC, on n'a que AMO. Et pardon, pour tes AMC, donc pour ta complémentaire santé, en fait, c'est une complémentaire santé d'État
ou Non. c'est privé? Exactement, c'est complément santé privé. Donc, jusqu'à là, on n'a pas encore complément santé d'État comme CMU, Solidaire, CMU-C, ça n'existe pas. Donc, si on a des besoins, si on trouve qu'on n'est pas bien couvert par AME, nous, on peut aller chercher un AMC, on peut acheter. Ça, c'est un domaine, c'est une opportunité, c'est pas peut-être pour les juristes, mais pour les économistes ou pour les gens c'est parce que le marché de AMC, ça vient de s'ouvrir. Mais on n'a pas beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce domaine de AMC. Et si vous n'avez pas beaucoup de monde, est-ce que ça s'explique par le fait qu'il y a peu de reste à charge? Non, on Donc, a il y a beaucoup de beaucoup de reste à recherches. Donc, juste, première, on n'a pas d'informations. Deuxième, AMC, ça coûte cher. Voilà. Par rapport au pouvoir d'achat. On va aller encore plus loin. Tout à l'heure, on a parlé de la protection sociale, sécurité sociale. Ici, on parle de l'assurance maladie. C'est peut-être pratiquement beaucoup plus intéressant pour vous. On fait une huitième comparaison. Vous connaissez qu'en France, quand même, on est le sécurité sociale Peace-Mark Model. OK? C'est typique. Alors, on a de cotisation d'employés, cotisation salariés. Mais pour l'assurance maladie, quand même, dans notre domaine, c'est pas beaucoup pour salariés, 0,6%, 0,2%, ça dépend des années. Mais pour entreprise, on cotise quand même 12%, c'est beaucoup. Alors, on parle de ici première euh, ligne, c'est ça? Premier rang, pardon, pour des salariés. Donc, le salarié doit cotiser 2% pour l'assurance maladie et l'employé cotise 8% pour participer à l'assurance maladie, à participer à la sécurité sociale. À côté, j'ai mis un tableau en couleur bleue. C'est intéressant. J'ai mis tranche. Qu'est-ce que ça veut dire tranche? J'ai utilisé monétaire yuan ici. On va faire une petit calcul. 1 euro égale 8 yuan. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tranche 7 460. Je fais un exemple. Une personne qui gagne 3 000 yuan, la base de cotisation, c'est toujours 7 460 yuan. Ça veut dire que c'est 7 000 fois 2%. Ça, c'est la cotisation. OK? La tranche, la maximale, c'est 37 000 yuan. C'est-à-dire une personne qui gagne 40 000 yuan, la base de calcul, c'est 37 000 yuan. Vous voyez déjà? Donc ça, c'est aussi une différence par rapport à France et Chine. Est-ce que quel système c'est meilleur? Moi, je suis plutôt neutre, c'est à voir, mais on peut discuter aussi. Ça, c'est la recherche à la fin. J'ai mis en bas pour vous faire plus clair. ME, ça veut dire salaire moyen à Shanghai. Ça, c'est un exemple de Shanghai. Salaire moyen à Shanghai, c'est 12 000 yuan par mois. Salaire minimum, c'est 2 740 yuan par mois à Shanghai. OK? C'est-à-dire que pour une personne qui gagne 2 000 yuan, la base de cotisation, c'est toujours 7 000 yuan. Alors là, on parle de cotisation pour salariés. Au deuxième rang, je parle de cotisation pour deuxième régime, ça s'appelle UBA. Est-ce que ça, c'est une cotisation en pourcentage? Pas du tout. La base, j'ai écrit, c'est 1 040 yuan par année, c'est pas par mois. Et j'ai écrit en bleu à côté fonds de AMRUR, c'est-à-dire de l'État, qui donne une subvention de 80%. Et pour la personne de régime urbain, c'est juste 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on fait juste un petit calcul de 1 000 yuan par année, donc la personne qui participe au régime urbain qui donne 200 yuan et l'État donne 800 yuan pour que cette personne puisse participer au régime de la sécurité sociale, régime urbain. Donc ça, c'est maintenant actuellement en Chine deux grands régimes et leur cotisation de participation à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, s'il vous plaît.
Il y a une question pour revenir un petit peu sur les soins traditionnels. Il y a une personne qui demande en fait quelle est la définition des soins traditionnels en Chine qui ne serait pas la même que la nôtre. Comment vous faites la différence entre les soins conventionnels, les soins traditionnels? Est-ce qu'il y a une nomenclature des actes? Je Et ne sais si pas. soins traditionnels, ça veut dire traditionnelle chinoise. Bah, nous, ce serait plutôt médecine parallèle peut-être. Je ne sais pas ce qu'on entendrait chez nous par médecine En fait, traditionnelle. c'est facile à comprendre. En France, on a 44 spécialités d'internat. MTC, médecine traditionnelle chinoise, c'est considéré comme une spécialité en Chine. Voilà. Donc, une consultation, on peut choisir traditionnelle, on peut choisir une autre médecine généraliste, si vous voulez. Voilà. Donc, médecine générale, médecine traditionnelle chinoise, les deux, ils sont au même niveau. C'est considéré comme une spécialité interne. Et réglementé par une même réglementation. Donc, Même ça veut dire que nous, c'est en réglementation. dehors du droit, en fait, un Même petit peu. réglementation. Il n'y Ok, a pas de différence. d'accord. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup parlé de l'assurance maladie. On va aller encore plus loin sur les modalités de paiement de fonds d'assurance maladie. En France, cotisation, on dit c'est un modèle Pismark model. C'est-à-dire cotisation, c'est un pourcentage. Prestation, redistribution, c'est un pourcentage aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois on est participé à l'assurance maladie, par exemple, je vais aller chez un médecin traitant. Maintenant, c'est 30 euros. L'État me rembourse 75%, 70%. Ça, c'est AME. Et si je trouve que c'est pas bien couvert, c'est pas bien remboursé, moi, je peux acheter, enfin, une mutuelle, si vous voulez, un AMC, qui rembourse le reste. On a Institut de prévoyance, ça, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est aussi complémentaire. Est-ce que c'est la même chose en Chine? Redistribution en pourcentage? Pas du tout. Donc là, je vais aller encore plus loin pour faire mieux comprendre la prestation, redistribution, c'est comment. En gros, on a deux comptes avec 100% pris en charge. Le premier compte, il s'appelle compte personnel. Ok, compte personnel. Ça dit quoi, compte personnel? Tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez, je parle de carte vitale. Je dis carte vitale, c'est comme une carte bancaire. Ça, c'est compte personnel. C'est-à-dire, tout à l'heure, je dis pour l'assurance maladie, salarié, c'est cotisation, c'est combien? 2%. Totalité de cotisation salariée va entrer dans compte personnel. Et on utilise ce compte, on utilise cette carte vitale pour faire la consultation dans l'hôpital. Donc, c'est exactement comme une carte bancaire. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent dedans. Vous allez peut-être poser une question. Si je dépensais 100% de l'argent dans mon compte, dans cette carte vitale, qu'est-ce que je fais? On va aller sur un deuxième cube de plan. Niveau, c'est 100% pris en charge. Ça dit quoi? 100% pris en charge, c'est-à-dire une fois j'ai tout consommé dans mon compte personnel, c'est ménage qui paye. On paye combien? Je ne sais pas. C'est calculé par l'assurance maladie. Et chaque année, c'est différent, qui dépend plusieurs facteurs. L'âge, ancienneté, niveau de salaire, beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est 100% pris en charge. Je vais vous donner peut-être une vision. C'est à peu près de notre âge, c'est entre 1 000 yuan et 2 000 yuan. C'est-à-dire une fois on a tout consommé de notre carte vitale, c'est-à-dire compte personnel, on va payer 1 000 ou 2 000 yuan pour toucher troisième ligne, c'est compte collectif. Compte collectif, ça c'est un vrai compte de l'assurance maladie. OK? 100% de cotisation entreprise va entrer dans compte collectif. 0% de cotisation salarié va entrer dans compte collectif. Donc, compte collectif, c'est un vrai compte de l'assurance maladie. Vous allez poser peut-être encore une question. Est-ce qu'une consultation, soit ambulatoire ou hospitalisation, si un ménage touche compte collectif, c'est 100% remboursé? Pas du tout. Il dépend aussi de votre niveau d'ancienneté, l'âge. Habituellement, le remboursement, c'est entre 50% et 70%. Il reste quand même une grande partie de charge par les ménages.
Donc ça, c'est les modalités de paiement du fonds de l'assurance maladie. C'est la loi de 2010 qui l'a défini. Ah, pardon, peut-être je vais poser une question qui va permettre d'éclaircir pour certains. Le compte personnel, c'est-à-dire que là, je paye avec ma carte bancaire qui est ma carte vitale. Et les deuxièmes niveaux, est-ce que c'est le patient qui fait l'avance et qui est remboursé ensuite? Comment... Rembourse pas, 100% pris en charge par les ménages, Ok, par le patient. Rembourse pas du tout. ok. Voilà. C'est-à-dire, je fais encore une fois un exemple. Dans mon compte, j'ai 2 000 yuan. Ça, c'est cotisation de mois, cotisation salariée. Donc, je vais aller voilà, dans un hôpital, consultation, peut-être voilà, hospitalisation. J'ai tout dépensé 2 000 yuan. Donc, je me dis, l'État, je cotise. Vous avez, nous, on a Pismark Model. L'État, vous prenez en charge de moi quand même. Je vais toucher compte collectif tout de suite. Non. Je dois payer moi-même jusqu'à niveau de 2 000. Je fais juste un exemple. Au-delà de 2 000, je peux toucher le remboursement par le compte collectif de l'assurance maladie. Ah, c'est un système. Donc, ça veut dire, vous avez posé une question, plutôt Lydia, est-ce que ce modèle en Chine, le ménage, la charge de ménage est beaucoup moins qu'en France? Une première vision, petit calcul, peut-être pas. Voilà. Je vais vous montrer des chiffres après. Alors, mode de financement pour les comptes. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué. Vous comprenez déjà par rapport aux cotisations d'employés et d'entreprises. Je dis en Chine, la loi dit que quand même on est pour la sécurité sociale, on est Bismarck model. Vous connaissez bien en France pour la sécu, il y a plusieurs modèles, hein. On a Bismarck model, on a Beveridge model de UK, ok? On a écrit un livre, enfin ça vient de publier, mais c'est en chinois. On dit en Chine, il y a quand même, pardon, dans le monde entier, il y a 4 modèles là, de sécurité sociale. Il y a Bismarck model, Beveridge model, il y a privé-privé, ça veut dire les États-Unis. Ok. Mais ça existe un 4e modèle, c'est Singapour, et ça s'appelle le type d'épargne. Donc en Chine, maintenant, on est très loin de Bismarck model. Pour pour la cotisation, si vous voulez, c'est Bismarck model, mais pour redistribution, c'est plutôt un modèle d'épargne de Singapour. OK. Pour les soins, tout à l'heure, on a parlé beaucoup de sphères. Je pense qu'il y a une chose qui est importante pour moi, très important. Le rôle le plus important dans le système de santé, c'est pas l'assurance maladie, c'est pas sécu, c'est pas financement. Pourquoi? Pour moi, c'est humain. C'est-à-dire les professionnels de santé. Je l'appelle talent. Sans professionnels de santé, il n'y a pas de soins. Et dans les talents, dans les professionnels de santé, le plus important pour moi sont les médecins. Là, je vais parler quelque chose sur les médecins. Le système de l'éducation en médecine. 9e comparaison entre France et Chine. Je vais être plus vite, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. En France, vous connaissez très bien que, bien sûr, maintenant, après la réforme, on n'a pas SLAS, avant, il n'y a pas CES, mais quand même, on a première et deuxième cycle. Voilà, on a concours, bien sûr, au bout de première l'année, mais on a première et deuxième cycle. Et on a deuxième concours, il s'appelle ECN. Pour moi, c'est deuxième concours national. C'est pour choisir la spécialité. Je répète, en France, on a 44 spécialités. Après, on a entré dans internat. Internat, ça dépend spécialité. Et maintenant, c'est entre 4 et 6 ans. C'est ça, de spécialisation. On peut être médecin. On a loupé une chose. C'est on doit s'inscrire au tableau de l'ordre médecin pour être médecin. Pour moi, c'est un système de l'éducation en médecine fixé. C'est bien. Ça dit quoi? À Paris-Cité, ou à Saclay, ou à Sorbonne, à Bordeaux, à Nice, à Clermont-Ferrand, on est tous sur le même système de l'éducation en médecine. C'est-à-dire, à la sortie de ce système, le niveau de médecins, les jeunes médecins, ils sont à peu près le même niveau, non?
Ça, c'est un système fixé. Est-ce qu'en Chine, c'est le même système, c'est-à-dire système fixé? Pas du tout. À l'époque de 1950, de cette République populaire la Chine née, on n'avait pas de moyens. Après la guerre interne contre République de la Chine, aujourd'hui Taïwan, quand même, beaucoup a été détruit. On a besoin de professionnels de santé, on a besoin de médecins. Donc, on donne une formation de médecine de 3 ans. Vous pouvez trouver sûrement très facile sur Internet, ça s'appelle médecin de pied nuit. Ça veut dire quoi? 3 ans après, avec un petit sac, sans chaussures, pas de moyens, ils vont aller sur la montagne pour donner des soins. Ça s'appelle médecin de pied nuit. Petit à petit, après, on a une formation de médecine de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Donc, moi, je présente souvent avec mes collègues, je dis qu'en Chine, l'éducation en médecine, c'est pas fixé, première chose. Deuxième chose, c'est comme un poker. C'est comme un poker, c'est, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Logiquement, à la sortie de ce système de l'éducation, les niveaux des médecins ne sont pas les mêmes. En France, un docteur, c'est un docteur. C'est-à-dire, un docteur, c'est un médecin. Il a un diplôme docteur, non? C'est ça, c'est docteur en médecine. En Chine, l'éducation en médecine, c'est entre dans le système LMD. On a licence en médecine, master en médecine et doctorat en médecine. Donc, un jour, à l'époque, quand je travaillais au Conseil national de médecins, souvent, on avait des médecins chinois qui donnent la qualification. Je ne suis pas du tout d'accord pour reconnaître leur niveau. C'est parce que souvent, il y a un médecin avec un certificat médical de 5 ans qui demande de reconnaissance. Ce n'est pas le même niveau. Alors, vous allez peut-être poser une question. C'est quoi la différence entre ces 5 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans, pardon, 8 ans? Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure que je parle du système de soins, hospitalisation graduée, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, maintenant, l'État dit, enfin, à partir de 2016, on donne dans la Chine entière un modèle de plutôt fixé système d'éducation en médecine de 5 ans. Mais ça existe encore de 6 ans, 7 ans et 8 ans. 5 ans, on donne une licence de médecine. Débouchés différents. Ça dit quoi? Ça veut dire une personne avec un diplôme de médecine de 5 ans, leur travail, ils vont plutôt dans l'hôpital niveau 1 pour donner soins primaires. 7 ans, c'est un médecin de master. Ils vont plutôt dans l'hôpital niveau 2. Et 8 ans, c'est un médecin de docteur en médecine. Ils vont plutôt dans l'hôpital niveau 3. Est-ce qu'ils arrivent à faire prévaloir, j'imagine, des différences de rémunération? Ils sont pas Pas, payés. rémunération, c'est avant, je pense qu'avant Covid, un médecin qui travaille dans l'hôpital niveau 1 gagne beaucoup moins que dans l'hôpital niveau 3. Mais après le Covid, quand même, l'État, ça veut dire le gouvernement, il donne beaucoup plus de subventions pour les gens qui travaillent dans l'hôpital niveau 1. C'est pour deux raisons. Première raison, c'est en Chine, on parle beaucoup de système gradué. Donc, on encourage les premiers soins dans l'hôpital niveau 1, même si ça ne marche pas. Donc, on donne beaucoup de subventions. Deuxième aussi, c'est pour faire léger la pression de travail des médecins de l'hôpital niveau 3. Donc, là, Lydia a posé une question, je pense que c'est très bonne. Quand même, on fait quelque chose. On donne une subvention, on donne l'argent. Et ça s'appelle en Chine outil politique pour favoriser les choses, pour encourager les choses. Alors, maintenant, je vais vous, dans ma recherche, je souvent parlé souvent avec les étudiants, je parle la même chose, c'est, vous pensez qu'avec 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, à la sortie, ils sont tous des mêmes niveaux? Je ne pense pas. Logiquement, une personne avec 50 études qui travaille dans l'hôpital niveau 1, leur niveau, c'est pas meilleur que l'hôpital niveau 3, c'est-à-dire un docteur en médecine de 8 ans. Je dis
Ça ne marche pas pour graduer. C'est parce que l'État il encourage le premier soin dans l'hôpital niveau 1. C'est comme en France, soins primaires dans le cabinet privé. Mais j'utilise un mot quand même, je dis, le patient est sensible. C'est-à-dire, un patient, s'il est malade, il va aller dans l'hôpital niveau 1. Ça ne se soigne pas. Il va aller d'une fois, ça ne se soigne pas. Ils vont plus jamais y aller. Il va aller directement dans l'hôpital niveau 3. Même si la consultation, c'est précipité, c'est 2 minutes, mais c'est efficace. Même si ça coûte cher, mais efficace. Donc, le besoin du patient, c'est d'être soigné et traité et guéri avec un temps court. Après, ils peuvent retourner dans leur travail. Donc, ça, c'est le besoin de soins. C'est pour ça que l'hôpital niveau 1, notre système de gradué, jusqu'à là, on a un système, mais ça ne marche pas vraiment. On donne beaucoup d'outils politiques pour encourager. Un outil politique, par exemple, il y a en France, il y a un groupe hospitalier, on fait un groupe. Un hôpital de mon hôpital niveau 3, il fait lié avec un hôpital niveau 2, avec un hôpital niveau 1. C'est-à-dire un médecin de l'hôpital niveau 3, la demi-journée, et pour descendre à l'hôpital niveau 1 pour faire une consultation. C'est pour aussi absorber des patients dans l'hôpital niveau 1. Ça, c'est aussi outil politique. Petit à petit, on fait des choses, mais pas tout de suite. C'est parce qu'il y a aussi un problème de ressources humaines. En France, les médecins, ils sont des médecins libéraux. En Chine, ils sont tous salariés dans le département des ressources humaines de l'hôpital niveau 3, ils ne laissent pas leurs médecins travailler pour les autres établissements, même si le gouvernement y encourage. Voilà, ça c'est aussi un problème. Donc, vous voyez, troisième, j'ai écrit ici, qualité de l'offre de soins, c'est un sujet difficile à parler. Vous comprenez tout ce vous avez compris pourquoi j'ai dit c'est difficile. Alors, on revient sur le mode. Accès aux soins, offre aux soins. L'hôpital niveau 1 du 3. Donc, vous connaissez déjà la mode. Trois modes, leur mission, c'est différent, différente. Qualité. Est-ce qu'on a vraie qualité de niveau 1 ou niveau 2 pour l'offre de soins? Je ne sais pas. Ça, c'est une question. Il faut peut-être avec une déterminant, on va calculer pour savoir si ça marche. Alors, depuis, le gouvernement, il fait quelque chose pour, il s'appelle transformation des fonctions de l'hôpital niveau 1 et niveau 2. C'est parce que le gouvernement trouve que ça ne marche pas. Avec le socio-économique, la Chine, on est quand même de plus en plus riche, de plus en plus vieille, personnes âgées beaucoup plus. Donc, l'hôpital niveau 1, je reviens sur, au début, vous vous souvenez, je dis que c'est transformé pour les personnes âgées. Les lits sont pour les personnes âgées. Les lits de l'hôpital niveau 1, ça sert comme soins palliatifs pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital niveau 2? Bien sûr, on va donner traitement, mais on parle beaucoup de suite de traitement. Par exemple, suite de traitement de niveau 3. Qu'est-ce qu'on fait pour les médecins? En France, avec prescription, on peut aller chez kiné, un kiné dans un cabinet privé, on a aussi besoin de kiné. Avant, on ne parlait pas, c'est parce qu'on a moins de moyens. Maintenant, avec ce socio-économique, on parlait de kiné. Donc là, l'hôpital niveau 2 s'est transformé comme un hôpital de kiné qui absorbe des médecins sortis de l'hôpital niveau 3. Donc ça, c'est aussi outil politique dans notre domaine fait par l'État, par le gouvernement. Quelques chiffres juste pour montrer voilà, les statistiques, l'assurance maladie, système santé, dépenses totales. Euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, cette pratique. CSBM, est-ce que ça vaut la peine de faire une dixième comparaison entre France et Chine? Je ne pense pas. C'est parce que la Chine est beaucoup plus grande que la France. Bien sûr, CSPM, ça s'appelle la consommation plutôt totale santé, c'est beaucoup plus grand que la Chine. Mais par PIB, maintenant en Chine, c'est 7%. Avant, en 1990, vous vous souvenez, c'est 2,8%. C'est beaucoup plus augmenté. Mais en France, c'est entre 11 et 12%. On a encore un grand espace à faire. Troisième rang, troisième, cinquième rang, intéressant. Financement sécurité sociale, 46%.
Ça dit quoi financement complémentaire? C'est financement par l'État. C'est financement l'État. Donc l'État donne beaucoup d'argent, de subventions pour le financement l'hôpital. Et ménage, on paye quand même 27,7%. C'est une réponse à Lydia. Nous, on paye cher quand même pour chercher des soins de qualité, dépenses de santé. Alors, euh, on est, on est bientôt à l'heure. Je vais vous dire quelque chose qu'un hôpital public comme l'hôpital niveau 3, mon hôpital 4000 lits, c'est un hôpital public. Mais quand même, il y a une définition de l'hôpital public, non? C'est comme Pitié-Salpêtrière, HEGP en France. Un hôpital public, c'est un hôpital de but non lucratif, non? Mais en Chine, tous les hôpitaux publics, on a besoin des patients pour nourrir l'hôpital. La fonction, c'est comme un hôpital privé. Alors, ici, c'est écrit bien que l'assurance maladie finance que 46% pour l'hôpital public de niveau 3. L'État donne pas beaucoup, donc on a besoin des patients. Chaque acte médical, c'est payé par l'assurance maladie, c'est aussi par patient. C'est pour ça qu'on a notre système tout à l'heure, j'ai dit DIP. C'est aussi que l'hôpital niveau 3, ils vont pas laisser les patients aller dans l'hôpital niveau 2 et l'hôpital niveau 1. C'est parce que si le système de soins gradués, ça existe, ça fonctionne, alors l'hôpital niveau 3, ça existera plus. Imaginez, tous les meilleures ressources médicales, elles sont tous concentrées dans l'hôpital niveau 3. Notre hôpital de 4000 lits, on a 6 robots Da Vinci, imaginez. On a même un robot Da Vinci dans notre centre de simulation. Ça n'existe jamais en France. Donc, pour trouver une meilleure ressource médicale, c'est dans l'hôpital niveau 3. Je parlais beaucoup de tableaux tout à l'heure, dans état socio-économique. Vous vous souvenez au début, prévalence, besoin, pardon, besoin, j'ai oublié famille, un S, ressources médicales, droit, tout ça. Mais de mon équipe, on travaille sur la politique de la santé. Je pense qu'il y a un vrai lien entre droit et la santé. On trouve que si on parle système de la santé, avec tous les points, droit, plan, on a parlé, le système santé, c'est comme une cube. C'est 3D. C'est pas du tout un plan. Donc, si on peut construire ce cube, on peut commencer à parler beaucoup autre chose, comme accessibilité, comme la qualité. Peut-être que quelqu'un dit que c'est compliqué à comprendre pour simplifier les choses. Je reviens sur un point, état. C'est plus simple pour un ménage, c'est pour trouver un médecin, pour trouver une ressource médicale, c'est accessibilité. On a déjà en Chine un système de l'offre de soins. Accessibilité, c'est pas mal. On a une protection. Ça donnait déjà une première théorie, modèle théorie de qualité. Il manque encore un petit point à côté. Pourquoi je dis que le droit, c'est important? C'est parce que jusqu'à là, on n'a pas beaucoup complété notre système de droit. On a les lois au niveau supérieur. On n'a pas beaucoup de décrets ni arrêtés. On a beaucoup de documents normatifs, mais ça ne donne pas de pouvoir. On a des... Il manque encore une chose qui est moins bien, c'est application. Application des lois, c'est pas bien fait en Chine. Donc, dans une perspective de droit de santé, là, on est quand même, je donne une présentation devant tous les juristes ou professionnels de santé. Il s'agit de construire un modèle d'accessibilité aux ressources sanitaires qui
soit théoriquement optimale du point de vue de l'efficience. J'aimerais beaucoup ce mot, l'efficience. C'est important. L'efficience, ça veut dire une personne qui a des besoins de soins, accessibilité, pour trouver un médecin, il utilise combien de temps? Le trajet, c'est combien? Tout ça, c'est un coût. C'est un coût initial. Mais en France, on n'a pas beaucoup parlé de remboursement de transport. Ça, c'est un coût. Donc, c'est compris dans l'efficience. Une personne dans banlieue, s'il est malade, il faut prendre 12 heures de voiture avec la bouchon, aller au centre-ville, trouver un médecin. Et même si elle est dans le cabinet médecin, ce médecin n'est pas un bon niveau, c'est pas efficace. Tout ça, c'est un coût. Donc, accessibilité et l'efficience, c'est important. Pour désigner une véritable, je utilise un mot ici, utopie, ça veut dire que c'est encore une théorie, mais il faut pratiquer en manière de politique de la santé. Dernier diaporama. Pour, je pense que le système santé, ça sert à euh, le système santé, on parle de système santé, ça sert à la population. Mais c'est la population qui fait que le système santé fonctionne. Donc, quand même, le ménage, nous, c'est important. Du point pour simplifier la complexité. Un ménage cherche une santé, c'est cherche les ressources médicales, mais aussi c'est pour chercher la santé de lui-même. Donc, si on fait revenir dans notre arrière, ça existe que du point, ménage et santé pour la construction ou reconstruction du système de santé. Voilà, donc une brève présentation pour vous. Euh, je parle beaucoup de l'état, la situation actuelle en Chine. Euh, je parle quelque chose de théorie. Euh, Avant de finir, je voudrais parler encore une chose qui est importante, c'est la, je répète encore une fois, la Chine est grande. Donc, dans les grandes villes et dans les banlieues ou dans les provinces de l'ouest à l'est, c'est pas la même chose. Donc, je vous encourage et je propose, si vous voulez regarder la Chine, euh, allez en Chine pour voir comment ça fonctionne, comment ça se passe en Chine. Il faut en profiter quand même de visa free pour les Français. C'est parce que là, pour les Français, on a quand même maintenant un mois visa, sans visa en Chine. Donc, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci, Chine, pour ta présentation. Je pense qu'on est tous impressionnés de ta connaissance en fait du système de santé français. C'est assez impressionnant et tu nous as pas fait de la publicité mensongère. L'intitulé de l'entretien, c'était la différence, l'analyse des différences Oui. et tu as fait beaucoup ce pont entre le système de santé français et le système de santé chinois. Donc, merci beaucoup pour ce brillant Je t'en exposé. prie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Oui. En France, c'est très impopulaire donc, d'augmenter le reste à charge. Est-ce que les Chinois considèrent que c'est un capital le reste à charge? Oui, il fait des steaks. Mais il doit rester une côtelette, non? Alors, je vais relayer. Fais des steaks, fais des steaks. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro en ligne et je vais relayer la question qui a été posée pour que ceux en ligne l'entendent bien. Donc, est-ce que en gros, le reste à charge est facilement accepté ou est-ce que c'est politiquement incorrect d'augmenter le reste à charge? C'est bien ça? Oui, est-ce qu'au niveau de il est accepté aussi? Est-ce qu'il est acceptable ce niveau élevé de reste à charge au sein de la population chinoise? Pour moi, non, c'est pas acceptable pour moi. Surtout, j'ai une notion, plutôt vision en France, de reste en charge pour les Français. Donc, si on fait une simple comparaison, bien sûr que non. Mais il faut quand même voir deux phrases des choses. Pour les ménages, on paye beaucoup en Chine. Mais quand même, on parle autre chose. On a besoin de l'argent, on a besoin de construire notre compte de sécurité sociale. En France, le déficit, on parle beaucoup de déficit. Donc en France, avant, il y a 10 milliards chaque année. Donc maintenant, il y a 40 milliards, à peu près entre 40 et 45 milliards. C'est beaucoup. Mais en Chine, jusqu'à là,
le compte est quand même équilibré. Dans certaines régions, on a quand même le surplus. Donc ça, c'est une bonne chose en Chine. Donc on a notre système, on n'a pas de déficit, enfin, dans moitié de compte. Pourquoi je dis moitié de compte? C'est parce que la Chine est grande. C'est pas possible comme en France, il existe juste un compte de sécu. Donc chaque province en Chine a notre propre compte de sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie. Donc ça dépend comment utiliser. Dans la région de sud ou de l'est, c'est plutôt équilibré. Mais dans la région du nord, la Chine, on a quand même des déficits. On commence à avoir des déficits. C'est logique. 37% de population au-delà de 60 ans, 28% au-delà de 65 ans. Il y a moins de salariés. Donc, il faut quand même chercher l'argent. Imaginez, enfin, n'oubliez pas, je dis que la Chine, c'est pas un typique Bismarck, c'est pas un Bismarck model. Mais cotisation, c'est un Bismarck model. Donc, la plupart, ça vient de cotisation. Je vais prendre des questions qui étaient posées en ligne. Il y a eu deux reprises, je réunis deux questions. Qu'en est-il du respect des droits des patients? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant dans le système de santé chinois? Et je couple avec une autre question. Est-ce que ces droits des patients sont reconnus aussi bien en médecine traditionnelle qu'en médecine conventionnelle? Pour, je commence à, je commençais pour la deuxième question. Pour MTC et médecine d'occidental, si tu veux, c'est la même, c'est le droit, la même droit. Alors, est-ce qu'on parle beaucoup de droits de patient? Euh, Par rapport à France, non. C'est parce que jusqu'à là, euh, pour des patients, le plus important, c'est d'être soigné. Vous vous souvenez de notre pyramide sociétale? Pour les patients, on n'est pas encore sur la qualité. On parle d'être nourri dans sociétal, on parle d'être soigné. Après, on va parler des droits de patient, relation patient-médecin, éthique. On commence à parler dans les grands hôpitaux, mais non, c'est pas encore avancé que la France. Et est-ce qu'on voit dans la même ligne de questions, est-ce qu'on voit des patients qui attaquent en responsabilité leur médecin ou c'est quelque chose d'encore un peu fou, ça? Non, c'est encore un peu faux, ou même les patients, ils parlent pas du tout. Donc, c'est aussi un point, si vous voulez, vous pouvez faire une recherche sur ce point. Alors, les patients, euh, pratiquement, si ça existe quelques accidents de soins pendant le traitement, pendant l'opération chirurgicale, euh, on n'a pas vraiment à côté la protection comment ça s'appelle, juridique, si vous voulez, pour accompagner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas non plus une assurance qui couvre l'accident. Alors, quand même, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, encore, je parlais quelque chose. La première chose, c'est d'être nourri, d'être traité. Donc, les patients, surtout leurs familles, c'est très traditionnel. Ils vont rester dans l'hôpital, chercher une excuse de l'autorité, autorisation de l'hôpital, et à la fin, l'hôpital va donner une somme d'argent pour faire éteindre les choses. Ah, Donc, voilà. ok. D'accord, il y a une sorte de compensation, mais Exactement. pas du tout organisée. Non, C'est comme des règlements amiables, en c'est fait. ça, comme règlement amiable. D'accord. Ok. Une question. Euh, de la curiosité, mais est-ce que de manière un peu similaire à la France, les technologies numériques en santé, elles viennent un peu transformer le système de soins chinois? Quand on parle par exemple de télémédecine, d'intelligence artificielle, est-ce que c'est une question qui se pose dans votre système? Je relève pour ceux qui sont en ligne. Donc la question était de savoir, est-ce que, comme en France, les nouvelles technologies en santé, intelligence artificielle, télémédecine, sont de nature à transformer le système de santé comme ça le fait chez nous? C'est un sujet intéressant de notre génération. Euh, c'est un sujet très large pour moi aussi. Donc, il y a quelques points à préciser. Première chose, télémédecine. On fait beaucoup en Chine. C'est parce qu'il manque de médecins, il manque de professionnels de santé, comme chez vous, comme en France. Donc, des gens, tout à l'heure, j'ai dit que pour être, ils cherchent l'efficience, ils cherchent quelque chose, l'accessibilité. Ça, c'est aussi une habitude de soins. Donc, dans banlieue, s'il ne peut pas trouver un médecin, il fait souvent télémédecine. Donc, ça, c'est télémédecine. Numérique de la santé, on fait beaucoup aussi. Donc, euh, une consultation
de numérique, mais je vais quand même parler quelque chose qui est encore plus pratique, plus intéressant pour vous. Alors, en France, on a quand même, on commence par le DMP, dossier médical de patient. Alors, est-ce en Chine, on a la même chose? On avait le DMP. En fait, on a créé notre système DMP depuis très, très longtemps. Mais seul problème, c'est, première chose, c'est DMP, c'est pas comme en France, un DMP unique. C'est-à-dire, peu importe quel établissement utilise le même système DMP. Mais en Chine, c'est chaque établissement a son propre DMP. Vous voyez, ça pose un problème efficient. Ça dit quoi? Il y a aussi un lien entre coût de dépenses. Ça dit quoi? Ça dit un hôpital, un ménage, une malade, s'il va dans l'hôpital A pour une consultation et c'est pas bien soigné, il va dans l'hôpital B. Et l'hôpital B, que c'est où votre dossier? Il dit que moi, j'ai tout fait dans l'hôpital A. Un hôpital en Chine, c'est pratique, hein. Pour moi, c'est pratique. Un petit mot. Je peux entrer dans l'hôpital, faire une consultation dans le huitième étage. Je fais une échographie dans le septième étage, analyse du sang dans le sixième étage. Je peux avoir un résultat au bout de 3 heures. Je peux descendre, je peux remonter au huitième étage pour prendre l'ordonnance. Je descends au premier étage, grande pharmacie pour prendre le médicament. À la sortie, tout fait. Je pense que ça, c'est bien. Accessibilité, c'est bien fait en Chine, c'est pas bien fait en France. Je reviens sur le sujet. Ce patient dans l'hôpital A, aller dans l'hôpital B. L'hôpital B, que tout ce que vous avez fait dans l'hôpital A, c'est pas reconnu. On ne vous reconnaît pas. Vous refaites. Ça a aussi une surconsommation sur la sécu, non? Aussi sur le ménage. Donc, c'est pas bien fait, ça aussi. Donc, c'est en train de faire, développer tout ça, DMP, numérique, consultation. Mais je pense que c'est un sujet, il y a aussi de l'éthique dedans. On a beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Je prends deux. C'est pour rebondir ou c'est une autre? Allez-y, allez-y. Et du coup, est-ce que vous avez une législation relative à la protection des données personnelles dans les données de santé? Alors, est-ce qu'il y a une réglementation spécifique sur la protection des données à caractère personnel ou une autre spécifique à la protection des données de santé? Je dis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de lois. Loi sur la sécurité sociale, sur l'assurance maladie. Donc, sûrement, on n'a pas de loi. Est-ce qu'on a autre chose niveau beaucoup, beaucoup moins supérieur? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a quand même des documents normatifs. Ça existe dans les régions, dans les provinces. Ça, c'est la première chose. Théoriquement, on a quelque chose, mais pas de niveau supérieur. Deuxième chose, pratique. Même si on a des documents, est-ce qu'on pratique? Oh, je ne pense pas. Souvent, on a beaucoup de recherches théoriques. Cohorte 10 000 patients, 30 000 patients. Vous savez que c'est pour recueillir toutes les données. Qu'est-ce qu'on utilise pour les données? Est-ce qu'on fait le lien avec le laboratoire pharmaceutique pour les médicaments? Est-ce que les patients, ils connaissent, ils signent pour autorisation? Je ne pense pas. Donc, ça, c'est vraiment la transparence. On n'en parle pas beaucoup en Chine. Voilà. Je prends des questions en ligne. Donc, tout d'abord, je te transmets les remerciements et les félicitations du professeur Anne-Marie Duguet et de Claudine Espert. Merci. Et Claudine Expert pose Merci. une question. Elle demande s'il y a une réflexion, comme en France, une réflexion éthique sur les soins et notamment sur les techniques les plus avancées comme la génétique. Euh, on, on utilise, là, maintenant, on utilise beaucoup de traitements génétiques quand même pour soigner des maladies. Euh, Vous connaissez bien que dans le marché pharmaceutique, il reste déjà beaucoup de brevets tombés. C'est pour ça qu'il y a moins de principes dans le marché. Voilà, beaucoup de génétique, c'est ça, on dit en Générique. Générique, voilà. Mais il y a aussi le problème de sécu, c'est parce que le principe, ça coûte cher. Mais quand même, en Chine, dans le monde entier, les produits chimiques, c'est beaucoup moins que produits biotechnologiques, traitement génie, si vous voulez. Alors, en Chine, on a beaucoup de recherches. Souvent, un traitement qui marche pas, on va chercher autre chose, c'est parce qu'on ne va pas laisser un patient mourir, enfin, surtout leur famille n'autorise pas en Chine.
Donc souvent, c'est un cas pratique aussi, c'est ils signent une convention avec le laboratoire, utilisent de biotechnologie, plutôt traitement gène pour ce patient, même si ce traitement n'est pas encore sur le marché, ni autorisé par l'autorité comme l'HAS, mais en Chine, on utilise. C'est pas bien, bien sûr, par rapport à nous, de notre domaine, mais quand même, c'est favorise des nouvelles technologies innovatives en Chine. Donc maintenant, si vous voulez, il y a quand même Chine et USA, les États-Unis, les deux pays, de nouvelles technologies de traitement est bien avancée. Avec la problématique quand même que les patients jouent un peu C'est ça. on joue un peu les apprentis sorciers sur les patients, Oui, quoi. oui. D'accord. Il y avait une question qui avait été posée précédemment sur les problématiques de financement. Et une des personnes demandait est-ce que vous aviez un financement spécifique pour la prise en charge des maladies chroniques? Ou est-ce qu'on était dans le financement classique que tu décrivais tout à l'heure? Non, on n'a pas le financement qui dépend, quel type de financement? Le financement, si on parle de type classique, c'est Sécu. C'est l'assurance maladie. On ne donne pas vraiment une partie pour la maladie chronique. Donc, maladie chronique, on est considéré comme entre avec le soin primaire. Soin primaire, maladie chronique. Donc, tous les soins primaires, maladie chronique, théoriquement, c'est dans l'hôpital niveau 1. L'hôpital niveau 1, tout à l'heure, j'ai dit que l'hôpital niveau 3 le Sécu, 46%, l'État donne 10%. Après, c'est ménages qui donnent, enfin, les patients. Mais le financement dans l'hôpital niveau 1, c'est pas pareil que l'hôpital niveau 3. Ok. Sécu donne quand même 40%, ménage pas beaucoup. On a beaucoup de subventions de l'État pour l'hôpital niveau 3. C'est ça pour maladie chronique, le traitement maladie chronique. D'accord, merci. Une autre question qui concerne la prise en charge des personnes âgées. Tu disais effectivement que les personnes âgées pouvaient être prises en charge dans le niveau 1, un petit peu pour la personne dit pour les soins palliatifs. Est-ce que vous avez des différents niveaux de prise en charge des personnes âgées, comme nous, des EHPAD, des unités de gériatrie? Est-ce que... C'est un vrai problème en Chine, surtout dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin. 37% de population de l'âge de 60 ans. Je pense que ce chiffre est étonnant, beaucoup plus qu'en France. Qu'en France, si je ne me trompe pas, c'est 35% à peu près. Ça, voilà, c'est à peu près la même ligne. Alors, pour le traitement de personnes âgées, mais bien sûr, l'hôpital ne peut pas accepter tous les personnes âgées pour le traitement. Donc là, maintenant, depuis aussi 2019, il y a aussi un article publié de notre équipe. En Chine, on dit qu'il y a 4 modèles de traitement de prise en charge des personnes âgées. Le premier, c'est accompagnement personnes âgées dans l'hôpital, ça veut dire dans le service gériatrique. Ok. Deuxième, c'est comme EHPAD en France, c'est-à-dire dans un établissement EHPAD, on a quand même de traitement médical, traitement médicaux dans l'EHPAD. Voilà, et on a aussi euh, il s'appelle de centres de soins de personnes âgées dédiés, construits que pour des personnes âgées, mais c'est plutôt pour le traitement vers, si vous voulez, 70% pour le traitement, mais 30% pour accompagnement. Le quatrième, c'est coopération entre hôpital et l'EHPAD. Donc, l'EHPAD en Chine, ça existe. On a l'EHPAD public, on a l'EHPAD privé. On n'a pas beaucoup de lits dans l'EHPAD public, donc c'est toujours plein. On n'a pas beaucoup de lits non plus dans l'EHPAD privé, c'est parce qu'on a trop de personnes âgées, comme à Shanghai. Donc maintenant, c'est dans l'EHPAD public, ça coûte pas cher, mais c'est difficile à entrer. Dans l'EHPAD privé, ça coûte hyper cher et les gens qui ne peuvent pas, difficile à payer. Donc voilà. Et il y a une différence aussi, je pense, culturelle. Est-ce qu'on met facilement en Chine son aîné, les parents, dans un EHPAD? C'est plutôt peut-être Euh, une prise en charge familiale, non? Euh, Avant, non, mais avec le temps passé, de plus en plus, enfin, ils acceptent de mettre des personnes âgées, c'est-à-dire leurs parents, dans l'EHPAD. Mais qui dépend, mais ils cherchent souvent, comme c'est comme le traitement, ils cherchent meilleures ressources médicales, ils cherchent aussi meilleures ressources l'EHPAD, mais souvent qui coûtent cher
et qui sont privés et souvent ouverts par un étranger. Orpea et Colisée, les deux grands français, ils se présentent en Chine. Ils ne souffrent pas beaucoup, un à côté de Shanghai, un à côté de Canton, mais ça coûte hyper cher. On parle aussi de HAD. Hospitalisation à domicile. Voilà. En Chine, ça existe aussi. Donc ça, c'est plutôt pris en charge par, on a une petite bureau de quartier. C'est comme un petit gouvernement de quartier. Donc c'est eux qui prennent charge de l'HAD pour des gens de quartier, des habitants de quartier. D'accord. Euh, qu'est-ce que j'ai perdu ma question, pardon. Oui, moi je suis surprise un petit peu du fait que les patients puissent aller en fait librement de niveau 1, 2, C'est ça. 3, alors que on a l'image, pardon, c'est peut-être des stéréotypes, mais l'image de la population chinoise qui est très respectueuse de la réglementation. Donc, comment est-ce que ça se fait que le gouvernement n'arrive pas à leur dire, vous allez en niveau 1, vous allez en niveau 2 ou 3? Alors, vous vous souvenez que le premier, non, c'est pas première cas pratique, j'ai dit, à expliquer, médecin traitant a signé. Ça, c'est un outil politique. En France, si on ne va pas au premier soin chez un médecin traitant signé, le remboursement, c'est beaucoup moins, ou soit il n'y a pas de remboursement. En Chine, théoriquement, c'est la même chose. Mais si une personne est malade, il va aller directement dans l'hôpital niveau 3, il peut, première chose. C'est libre, choisi de consultation. Est-ce que le remboursement est le même niveau? Non, bien sûr, c'est pas le même niveau. Mais il n'y a pas vraiment une grande différence pour le remboursement de l'hôpital niveau 1 et l'hôpital niveau 3. C'est-à-dire, outil politique, ça marche pas. Troisième chose, c'est, je répétais encore une fois, c'est l'efficience. C'est-à-dire, un médecin, un patient, pour lui, c'est pas d'être traité, c'est guéri avec un temps court, retourner dans sa vie normale ou plus vite possible. Le niveau, la qualité de soins dans l'hôpital niveau 1 par rapport à l'hôpital niveau 3, non. Bah, allez, même s'il paye un peu plus cher, directement chercher un médecin spécialiste PPH dans le niveau 3 pour le traitement et pour aller voilà, au travail. Ça, c'est aussi l'habitude de soins, je pense. Ça, c'est aussi autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je voulais être sûr d'avoir bien compris concernant les cotisations de sécurité sociale pour le système, pour les salariés. Vous avez dit que la tranche de cotisation était entre 7 460 yuan minimum et 3 700 37 300 000. yuan. Ça veut dire que si on a un salaire inférieur à la tranche minimum, on va payer 2% de 7 460, C'est ça, peu importe notre salaire. c'est ça, Donc ceux qui gagnent le moins vont payer plus, c'est ça. enfin vont payer le même montant, mais ça va représenter plus pour eux leur pouvoir d'achat que d'autres. Alors qu'à l'inverse, quand on va gagner plus que les 37 302, ça va représenter moins dans notre part de revenus, alors que c'est la même somme. Donc, Donc, c'était une précision, je ne vais pas pouvoir tout reprendre l'exemple, mais c'était une demande de précision, de confirmation de la compréhension sur la cotisation des salariés. Effectivement, il y a le seuil, redis-le, s'il te plaît, le chiffre de le 7 minimum 7 400 et maximum c'est 37 000. et qui aboutit en fait à ce que les salariés pauvres payent finalement en proportion plus cher qu'un salarié riche. Exactement. Donc, c'est pas légal. Égalité, non. Mais on a conçu ce système pour que le régime, le compte de régime salarié, euh, on a enfin, beaucoup plus, comment on dit ça, de l'argent si vous voulez, enfin, précisément dans ce compte. Mais c'est pas légal du tout. C'est pour ça que une réalité, c'est même si on est salarié, si on gagne moins, il y a beaucoup plus de recul. On participe plus. On va participer au régime urbain, même si c'est remboursement. Souvent, pour une personne jeune, les besoins de soins, c'est pas beaucoup. Donc, c'est pas la peine à cotiser plus pour avoir moins de soins, Ah, moins de remboursement. donc, tu veux dire qu'ils peuvent choisir en fait Il leur ne peut régime pas choisir, d'affiliation? mais il peut reculer, il peut faire des inscriptions dans salarié, dans le régime salarié.
Même s'ils sont salariés, ils peuvent aller dans le régime non salarié. Il faut demander, il faut l'autorisation. Il ne faut pas faire demander automatiquement, il faut demander, mais il recule. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de participation. Il n'avait pas beaucoup de participation pour voter avant. C'est pour ça aussi que je vous montre. Depuis, il y a une loi de l'assurance maladie, projet de loi de l'assurance maladie qui vient de sortir cette année, qui dit que maintenant, c'est l'article 32, vous pouvez regarder. Du coup, je vais quand même, on va publier quelque chose dans 45. C'est obligatoire de participer à la sécurité sociale. Maintenant, il dit. Avant, on n'avait pas cette phrase. D'accord. C'est assez surprenant de voir un système qui peut sembler très rigide vu d'extérieur et en fait des patients qui peuvent prendre certaines libertés Ouais. par rapport au régime. Mais je crois que ça va être le mot de la Très bien, conclusion. très bien. En te remerciant vraiment encore beaucoup pour Merci. tout cet exposé brillant. Et tu vois, il y a des commentaires qui vont dans ce sens. Donc, merci à toi et merci à ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui nous ont suivis en Merci. ligne. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site de l'Institut. Je profite pour une petite page publicitaire de fin de session. Nous avons deux manifestations à venir. Nous avons j'espère ne pas dire de bêtises, le 15 décembre. Le 15 décembre matin, un colloque sur l'espace européen des données de santé. Et le 18 au soir, 18 décembre au soir, un colloque en partenariat avec la fondation, le cercle de réflexion Pfizer, sur la place du patient dans le développement d'intelligence artificielle en santé. Donc, des thématiques complètement différentes. Mais en tout cas, on vous attend nombreux et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Et encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, Chine. Merci. Merci.